Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le respect des rythmes de vie et d'apprentissage. Les troubles de l'attention avec hyperactivité. Cette affection provient du lobe frontal qui représente la tour de contrôle du cerveau, responsable du contrôle de certains comportements, entre autres les fonctions exécutives. L'enfant recevant toutes les informations en même temps n'arrive pas à les trier, car aucune ne lui semble plus importante qu'une autre. Exemple, l'enfant en classe qui suit un cours d'histoire sur les conquêtes de Napoléon est l'info principale. Mais il captera dans le même temps la voix du professeur, un oiseau qui passe par la fenêtre, la chaleur du radiateur, un crayon qui tombe, ou l'odeur du goûter de son voisin, etc. Se concentrer sur une seule info, la principale, qui est le cours d'histoire, est donc mission impossible. Une hyperstimulation sensorielle, l'hyperactivité et les technologies informatiques auxquelles il est accro mettent le cerveau de ce jeune garçon TDAH et haut potentiel tout le temps sur la brèche en surchauffe. Le tracé est heurté et présente un arrêt après chaque lettre. On assiste ici à un blocage au niveau de l'énergie. Arnaud est aussi en opposition avec son entourage, l'école et lui-même. Sa signature embroche son nom d'un trait violent. L'hyperactivité est un hypermonde aux causes multifactorielles. Je vous ai pris ici celles que j'estime être quand même les principales, donc nous allons les regarder ensemble. L'énergie. Les enfants sont pleins d'énergie, surtout les enfants actuels. Il faut dire que c'est un petit peu normal parce que c'est comme s'ils avaient de nouvelles piles. Bon, mais ils ont particulièrement besoin de bouger. Il faut faire la différence entre l'énergie physique et psychique. Parce que l'énergie physique est hyper importante. Il faut pouvoir permettre à l'enfant de se dépenser dans un jardin, dans un parc, sortir de la maison ou de l'appartement, sous peine de voir l'énergie psychique arriver au premier plan, et là ça peut causer plus de problèmes. L'émotivité, qui est très importante chez ces enfants hyper en général, il n'y a pas que le haut potentiel, ça peut être les enfants actuels. Donc beaucoup d'émotivité, s'ils ne parviennent pas à la canaliser, ils vont devenir hyperactifs. Donc il y aura aussi besoin de remuer sans cesse. C'est plus de l'énergie psychique aussi. Le cerveau reptilien bloqué. Alors le cerveau reptilien, c'est également le cerveau archaïque, donc notre premier cerveau. Imaginez la scène où nos ancêtres poursuivaient un mammouth. Il aura deux possibilités: se fuir ou se battre. Le cerveau, à ce moment-là, enverra une décharge d'adrénaline et de cortisol. Il se battra, et puis quand la scène sera terminée, quand le danger est passé, tout rentrera dans l'ordre. Donc, quand il se sera mis en mode survie, il se battra, et après, tout reviendra dans l'ordre, comme avant. Le même enfant actuel sera tout le temps en danger et en mode survie. Si on prend par exemple une poursuite sur un jeu vidéo, l'enfant est face à un ennemi invisible. Donc il ne peut ni se battre ni fuir. Suite à ça, son cerveau archaïque reptilien se bloquera et l'enfant devra bouger pour le débloquer. Vous comprenez? Donc cet enfant est tout le temps en mode survie et tout le temps en hyperactivité, et c'est pour ça que ces enfants sont tout le temps épuisés. Pour l'enfant d'hier, le danger était réel. Pour l'enfant d'aujourd'hui, il est virtuel. Bon, bien sûr, il faut être de son temps, ça c'est clair, mais en mettant des limites tout de même. Bon, après, il n'y a pas que les jeux vidéo, il y a la vie dans son ensemble qui fait qu'on est souvent en mode survie, les adultes aussi d'ailleurs. La surstimulation sensorielle, comme nous l'avons vu précédemment,
met l'enfant en état de fébrilité constante. Bon, ces enfants qui sont hypersensibles et disons que là, ça provoque aussi une hyperactivité. Alors, le sucre, la nourriture dénaturée, les neurotoxiques, dont les additifs alimentaires, certains additifs, peuvent provoquer une excitation cérébrale. C'est connu, hein, c'est parfois reconnu parce que sur certaines étiquettes de produits alimentaires, il est mis peut provoquer de l'hyperactivité chez l'enfant, etc. Le manque d'ancrage. L'enfant ou l'adolescent va chercher hors de lui la sécurité qu'il ne trouve pas en lui. Donc il vit hors de lui, ce qui provoque un état un petit peu d'alarme aussi, mode survie, qui fait que pour compenser cet état, il a besoin de bouger. Les rythmes de vie effrénés, je crois que beaucoup de parents en ont conscience. Et n'oublions pas que les enfants sont aussi notre miroir. L'ennui. Bon, prenons l'exemple d'un enfant qui est assis quand même une bonne partie de la journée en classe. À partir du moment où il ne peut pas bouger, courir, se dépenser, son cerveau va soit s'engourdir, soit il va, comme on dit, péter un plomb. Cela vous semble peut-être vous éloigner de l'écriture, mais pas du tout. C'est un ensemble de facteurs concordants qui creusent le lit de la dysgraphie. Et quand j'accompagne un enfant en graphothérapie, je tiens compte de ces aspects-là aussi. C'est pour ça que la relation avec les parents, l'entourage, ce peut être aussi les grands-parents, est extrêmement importante, à mes yeux en tout cas. Les enfants s'expriment et pour vous montrer à quel point certains enfants sont fatigués, nous trouvons ici une petite fille, bon, elle devait avoir 8-9 ans. En dessous de la phrase « J'entends bien profiter un maximum de mes vacances », vous voyez, elle est dans son lit, elle récupère. Un autre enfant, c'est un adolescent ici, un peu plus grand, il récupère. Tiens, au dodo. Ici, c'est un jeune adolescent qui représente son drapeau. Et au centre, il y a son lit avec, on remarque, on reconnaît le petit personnage qui est couché. Sa tête est détachée de son corps. Il ne faut pas demander à quel point cet enfant en a vraiment plein la tête et il n'est plus relié. L'écriture d'une petite fille de 2 ans 3/4. C'était au cours d'une formation, une maman logopède qui m'avait amené le 2e jour cette écriture de sa petite fille de, je répète, 2 ans 3/4. Alors là, bon, c'est un petit peu dommage de faire recopier une phrase que l'enfant ne comprend pas, qui ne sait pas lire. Et le dessin qui accompagnait l'écriture, qui a été d'ailleurs retouché aussi par la maîtresse, parce que en fait cette petite fille elle sait à peine dessiner, alors écrire, bon, ce n'est pas forcément toujours, on ne peut pas accabler les enseignants non plus, mais je ne voulais pas croire que ce soit possible qu'on conseille un exercice comme ça à des enseignants de première maternelle en fait. Et dans une des écoles, celle-là, on a été me chercher la fiche ministérielle qui indiquait qu'il était conseillé en fin de première maternelle que les enfants recopient une phrase, enfin recopient les lettres de la maîtresse ou du maître et repassent par-dessus. Bon voilà, chacun peut se faire son opinion, la mienne est faite en tout cas. Ici, c'est un petit garçon de 4 ans. Là, ben, voilà, c'est le même exercice, hein, c'est une autre école. Le nom Louis est repassé, mais je trouve que c'est encore pas mal fait. Hein. Par contre, vous voyez, au niveau de la disposition dans l'espace, l'enfant, il est encore nulle part, quoi. Il n'est pas du tout mature, il n'est pas prêt. Donc voilà, si vous estimez que ça n'a pas toujours beaucoup de sens d'apprendre, d'obliger un enfant à faire l'exercice, bon, ben, il
il y a peut-être d'autres choses à lui proposer aussi. Accélérer les rythmes d'apprentissage de l'écriture chez un enfant qui n'est pas mature pour cette activité conduit droit à l'échec. Si on force un papillon à sortir de sa chrysalide, ses ailes seront rabougries et il mourra. Lorsqu'on force un petit enfant à copier des phrases qui n'ont pas de sens pour lui, l'enfant mourra à l'écriture. Si nous considérons la suite des nombres de Fibonacci, mathématicien du XIIe siècle qui a découvert le nombre d'or présent dans la nature, les chiffres de la suite font à chaque opération un retour en arrière. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, etc. Dans tout apprentissage, il faut pouvoir faire des retours en arrière et commettre des erreurs. C'est le cas de l'écriture. Rien ne sert de courir, il faut partir d'un point. Avant de devenir papillon, la chrysalide a connu des transformations successives. Au cours de l'histoire, l'écriture aussi a connu des transformations successives. Prenons l'exemple de l'écriture pré-gothique, qui date du début de la Renaissance. Il s'agit d'un tracé serré, anguleux, avec une amorce de liaison qui déforme les lettres et les rend illisibles. Ce tracé présente un aspect lourd et embrouillé. Cette période a permis une remise en question de la société. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle renaissance. L'écriture de nos enfants en témoigne. Attention, ne plus savoir écrire signifierait une régression, un retour au stade animal.